Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Bruno Marchand. Salut Bruno. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Nous sommes engagés publics. Donc, c'est ça, cette semaine, on reçoit Bruno Marchand. Mais avant de me tourner vers Bruno, j'aimerais remercier notre commanditaire, la formation continue de l'Université Laval. Moi, j'ai eu cette chance-là d'aller à l'Université Laval. J'ai adoré l'ambiance sur le campus. J'ai adoré la qualité des formations, la qualité de l'infrastructure. J'en garde un souvenir impérissable. Ça a été des très, très belles années. Mais on sait très bien que c'est pas juste une question de diplôme. Après, lorsqu'on est rendu sur le marché du travail, il faut continuer à se former. Et grâce à la formation continue de l'Université Laval, ben c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir des cours, trouver des cours comme analyse d'affaires, gestion de projet, communication stratégique, relations interpersonnelles. Il y en a une panoplie. Je vous ai laissé un lien dans les notes de l'épisode qui va vous permettre d'en savoir plus, de voir la liste des cours qui sont offerts, mais aussi comment vous abonner. Donc, la formation continue de l'Université Laval, c'est simple, c'est flexible, c'est accessible directement en ligne et de partout. Tu as toi-même été à l'Université Laval, hein, Bruno? Diplômé en philosophie. Diplômé 60 crédits, c'est pas un bac. C'est 60 crédits, donc une c'est majeure. Comme une majeure, mais en philo, ça s'appelle un diplôme. Bon, ben écoute, voilà, ça fait une chose de plus qu'on sait sur Bruno Marchand, mais aujourd'hui, Bruno, on va l'inviter à venir nous parler du sujet dont tout le monde a parlé cette semaine, la démission de Chrystia Freeland. Exact. C'est exactement la déconfiture du Parti libéral du Canada. Avec plaisir. La question, écoute, et quasiment pour Eleni, la question, est-ce que ça a gâché la couverture que tu aurais souhaitée? Oui et non. Oui, parce que ça prend de la place. Donc, c'est sûr que quand tu as une bonne nouvelle comme celle-là, tu essaies de la planifier dans un moment où tu penses, mais tu le sais pas. Parce que dans une ville, dans un Québec, dans un Canada, tu sais pas ce qui va arriver. On apprend qu'il y a la mise à jour qui va être ce jour-là. On l'apprend, mettons, une semaine avant. Puis là, la mise à jour économique au Canada, ça fait en général les manchettes, mais c'est pas une éclipse médiatique. Là. Fait que là, on fait, ben, parfait, notre nouvelle va être quand même bien couverte. Et là, le matin, à 9 h, la lettre est publiée de Chrystia Freeland qu'elle démissionne. Directement sur X. Exact. Et là, ça part. Et là, on fait, OK, là, c'est l'éclipse totale. C'est pas juste partiel, c'est total. T'as passé, ça fait 20 ans que tout le monde, on attend l'annonce du tramway, puis le jour de l'annonce, c'est le temps de célébrer. On est habitué à ça parce que tu contrôles pas tu essaies de contrôler un tant soit peu l'univers pour garder de l'espace médiatique, mais on sait qu'il peut arriver tellement d'affaires dans un endroit où on est, tu sais, au total, là, on est des dizaines de millions. Les nouvelles canadiennes Impact, en général, ont moins d'effets au Québec, mais quand même, tu as toutes les nouvelles québécoises possibles, toutes les nouvelles de Québec. C'est la vie. Tu as quand même fait le tour des médias. T'es quoi, là? T'as fait 20, 30 entrevues cette semaine? Ben, en plus, cette semaine, on a fait les bilans. Fait qu'avec les bilans, on doit être rendu à, je sais pas, 40, 45, 50. Je sais pas le nombre, là, mais beaucoup. Qu'est-ce qui nous reste à jaser? J'étais comme, tantôt, je me grattais la tête. J'étais comme, comment on fait une entrevue distinctive? Alors qu'il y en a eu une vingtaine avant. Moi, je pense que ce qui est le fun, puis tu connais plus les gens qui écoutent le balado que moi, mais je pense que ce qui est le fun d'avoir le temps, c'est de pouvoir rentrer pas en dessous de la couverture médiatique classique, mais de pouvoir rentrer dans le qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les coulisses. Moi, je pense que ça, c'est le fun. On peut pas tout dire, parce que par respect pour les partenaires, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre à l'avant-scène publiquement, mais il y a quand même des choses intéressantes dans toutes ces histoires-là, que si moi quand j'écoute le balado, mais là, je suis biaisé, mais quand j'écoute un balado comme ça, je me dis, c'est le fun d'en apprendre plus que la nouvelle, c'est le fun d'en apprendre plus que les lignes et les pourquoi, parce que c'est des lignes de communication, oui, mais c'est surtout des pourquoi on le fait, puis qu'est-ce qui est derrière ça, mais plus, comment ça se passe? Comment ça se déroule? C'est ça la mission des engagés publics, en fait. C'est la raison pour laquelle ce balado-là est né. C'est de voir un peu l'envers du décor, comment ça se passe, un peu la mécanique. Puis c'est pour ça que je la trouvais drôle, cette question-là, parce que je me suis demandé, la première chose que je me suis dit, comment ils ont dealé avec cette... Mais rendu là, c'est un imprévu comme celui-là. Mais t'as une vague, t'as rien à faire. C'est le tsunami passe. C'est un rouleau compresseur communicationnel. Tu fais un peu comme dans... Au début, tu fais un peu... Il y a une émission des Simpsons, moi, que j'aime beaucoup. Homer fait un barbecue maison, une espèce de
il fait cuire un porc sur son barbecue. Ouais, c'est l'épisode où Lisa, elle milite pour exactement. Elle est vegan, je pense. Ouais. Et Homer fait ça avec Bart. Et pour tous les rafistolages qu'Homer fait, à un moment donné, ça explose, puis le porc se met à s'envoler. Pourquoi je raconte ça? C'est que Homer est dans le déni tout le long. Il court après son porc qui vole dans le ciel. Puis là, vous connaissez les Simpsons, là? Et là, c'est ça. Et là, au début, on est de même. Au début, tu fais « Ah non, c'est pas grave, la mise à jour. » C'était pas grave. Là, à un moment donné, ouais, ça a l'air que ça brasse. Ouais, Mark Carney. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis Homer dit dans cette émission-là « It's still good, it's still good. » Puis là, le cochon passe dans un avion, passe dans une affaire nucléaire. « It's still good, it's still good. » On a été dans le déni un bout. Tu sais, non, ça va aller, ça va aller. Non, là, à un moment donné, Christophe Nolan ne sera pas là. Non, ça va aller. Là, ça va plus du tout. C'est l'éclipse médiatique, on oublie ça. D'ailleurs, on aura l'occasion de parler de l'impact du fédéral dans tout ce projet-là. Ouais. Mais de toute façon, avant de parler du projet, j'aimerais ça te parler d'autres choses. Puis justement, comme tu le dis, c'est des entrevues, c'est un peu méta. Hein? On regarde ça, on prend un pas de recul, on regarde ça d'autres façons. Moi, je l'évoquais, je me souviens plus si on enregistrait ou si c'était dans notre discussion juste avant, là, parce que ça a été... on jase beaucoup quand on fait ce genre d'entrevue-là avant et hors micro, hors enregistrement, puis pendant l'enregistrement. Puis on parlait de ton entrevue de l'année passée. Ouais. Moi, l'année passée, je me souviens quand tu étais arrivé ici, tu avais eu... tu t'es fait retirer... 2-3 bonnes claques, la ville, ouais. Donc, vous en aviez mangé une pas pire, une sincère. Je me souviens, là, toi puis ton chef de cabinet, Clément Laberge, les images du matin, du fameux matin où vous étiez fait retirer, puis j'étais comme, ouf... Puis je te disais que c'était pour Québec même. Québec au complet. Moi, en tout cas, je me souviens que personnellement, je l'avais ressenti comme citoyen de la ville. J'avais fait, hey, on n'est pas c'est plate, là. Ouais. C'était morose. Puisque les gens, dans le débat sur le tramway, si c'est le bon moyen, si c'est pas le bon moyen, ce qu'on oublie, c'est qu'à retirer un projet, il y a quand même un effet délétère. Puis sur le troisième lien, ça a fait la même chose. Ben qu'on soit pour ou contre, quand les projets naissent, en tout cas du moins en idée, et meurent, il y a quand même une petite mort dans notre capacité à construire quelque chose de grand, de collectif, qu'on aime ou pas le projet. Je suis pas en train de dire que quand au début le tramway est mort, il n'y avait pas des gens qui étaient contents, mais il y en avait. Il reste dans l'esprit des gens quand même cette idée que pour beaucoup de gens qui étaient un peu contre ou un peu pour, c'est plate parce qu'on perd cet élan. Ouais. Ou on perd, ou en tout cas on se tire dans le pied, et c'est vrai que ça a un effet. Autant, moi je pense, autant que c'est assez sournois parce qu'une victoire de sport, on la sent en venir, elle arrive, on est fiers, puis ça crée une effervescence. C'est documenté en économie que les grandes victoires sportives ont sur soit des pays, soit des villes, des effets économiques. Une espèce de synergie. Là, le monde se sent capable, puis il y a une croyance en soi. C'est un peu de ça que tu parlais cette semaine, hein? Quand les gens te parlaient justement, tu as parlé des aspects financiers, les retombées, tout ça, tu avais un peu ce propos-là. Oui, parce que les gens sous-estiment l'effet que ça a d'un élan. Puis j'essaie de le dire, puis des fois, je ne dois pas le dire si bien que ça, mais on prend pour acquis une ville parce qu'elle est géographiquement un endroit et elle ne peut pas être en concurrence. Il n'y a pas une autre ville qui va venir par-dessus la nôtre si on n'est pas assez bon. C'est pas comme un club de hockey qui gagne, qui perd. C'est pas comme une administration, une entreprise qui fait plus d'argent que sa voisine, sa concurrente ou pas. On est là. Une ville est là. C'est que c'est facile de penser qu'on n'est pas en concurrence avec rien. C'est facile de penser qu'on est là, puis nous, on se trouve bon, puis on est attractif. Fait que peu importe ce qu'on va faire, ça va toujours bien aller. C'est pas vrai. Les moments où les villes rentrent dans des périodes d'effervescence, il y a comme une roue qui tourne, qui s'enclenche et qui crée le 1 plus 1 devient plus 2, devient 3. Ouais. Parce que il y a un buzz. Et là, on se dit, le buzz, il est pour les citoyens, il est bien plus large que ça. Il est pour les gens qui veulent venir, il est pour les entreprises qui entendent parler. Ouais. Copenhague a une moyenne d'âge de 33 ans, puis c'est pas une tare d'avoir des gens âgés dans sa ville. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas parce qu'il y a un boom de naissance à Copenhague, c'est parce qu'à un moment donné, tout le monde se dit, c'est là que ça se passe. Ouais. Et tu veux être partie prenante du là. Tu veux être dans ceux qui célèbrent la victoire, dans ceux qui célèbrent la Coupe Stanley ou le championnat de la Coupe universitaire de football. Tu fais, hey, c'est moi, je fais partie. On veut être avec des gagnants. Mm-hmm. On veut être avec des gens qui ont le vent dans les voiles. Et l'effet inverse, c'est pas juste 2 moins 1 égale 1, c'est 2 moins 1 égale 0 parce que ça crée un effet vicieux de on n'est pas capable, on baisse les bras, c'est difficile. Et là, au lieu d'avoir un effet d'effervescence, tu as l'effet inverse vicieux qui est t'as plus que 2 roues dans la garnotte, ça avance moins bien, moins vite, plus compliqué. Alors ça, on sous-estime ça, cet effet économique d'une capitalisation réelle et véritable, mais aussi d'une synergie forte
Québec, c'est une ville extraordinaire où le développement est possible. Ça, quand ça devient le cas, puis le tramway aide à ça, ça serait le métro sans m'en faire en passant là. Mais les grands projets aident à créer cette vision, cette ville, cette effervescence. Tu l'as senti? L'as-tu senti déjà là, en une semaine? Je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais aussi parlé l'année passée. Je pense que c'est un élément que tu aimes bien ramener régulièrement. C'est justement cette espèce de théorie-là, à savoir que c'est toujours plus difficile de convaincre les pour, traîner des pour, que de traîner, de stimuler des contre. Tu sais. Ça revient un peu à Brandolini. Tu vas avoir un impact. Tu sais, ça revient un peu à la théorie de Brandolini, qui n'est pas tant pour les pour et les contre, mais qui est un peu ça. Qui est de dire, tu peux salir quelqu'un en 3 secondes, puis s'expliquer sur pourquoi t'es pas... C'est ça. C'est éternel, là. Tu sais, moi, si je dis, t'es un voleur, ça m'a pris 2 secondes. Après ça, toi, tu vas dire, non, je suis pas un voleur. Ouais, mais prouve-le. Ouais, prouve-le. Tout le temps le fardeau. Faut que je me mette une vidéo à chaque fois que je vais dans un magasin. Il faut que j'ouvre mes comptes en banque. Il faut que vous veniez dans ma maison pour voir ce que j'ai volé. Il faut que j'ai une facture pour chaque chose que j'ai acheté. Le Québec vit ce principe-là avec l'indépendance. Hein? Ben, avec plein de choses. C'est rare que le fédéralisme a besoin de prouver qu'il est... Non, non, c'est ça. Parce que le statu quo n'a rien à prouver. Et on finit par penser que le statu quo, il est bon. On finit par penser que c'est la seule vertu. La seule vertu à se protéger, c'est ce qu'on a actuellement. Donc, c'est dur à faire avancer un projet parce que quelqu'un va dire, le tramway, ça avance pas dans la neige. La réponse peut pas être, oui, ça avance dans la neige. Non, là, tu fais, oui, je vais te montrer à Sapporo, au Japon, il y a 5 mètres de neige. Regarde, j'ai des photos de la Finlande. Regarde, il y a eu des tests. Regarde, personne n'écoute. Ouais. L'effet, ça avance pas dans la neige, a gagné. Alors, derrière les grands projets, pourquoi les grands projets n'arrivent pas si souvent que ça? Il y a aussi un peu de ça. C'est long. Les gens se font, malheureusement, avec le temps, perdre l'enthousiasme, puis on finit par dire, on décroche. On va revenir sur ces aspects-là, mais j'aimerais ça revenir sur justement ton état d'esprit à pareille date l'année dernière. Tu sais, t'es arrivé, puis là, on avait, c'est ça, là, il y avait eu cet élément-là où on a mangé quelques bonnes claques à la gueule, comme tu dis, comme ville, mais aussi comme cabinet, ça n'a pas dû être facile. Mais tu sais, il y a des beaux commentaires, j'ai eu après ça, je m'excuse de te couper, mais... Moi, quand tu veux... c'est... Michel Doré. Peux-tu me rappeler qui est Michel Doré? C'est un professeur en socio à l'université. Je pense qu'il est maintenant à la retraite. Je ne veux pas le vieillir, mais c'est un gars qui a travaillé beaucoup sur la masculinité. Et je pense que c'est juste après, mais c'était pas en lien avec ça. Il était interrogé dans la presse sur les nouvelles masculinités. Et il citait des exemples de gens qui sont une nouvelle masculinité. Puis il a nommé Carl des Cowboys fringants. Il a nommé, je pense, Émile Proulx-Cloutier. Puis il m'a nommé. Pourquoi je parle de ça? Puis c'était vraiment un des plus beaux compliments qu'on m'a fait. Pourquoi je parle de ça? D'abord, parce que je pense que le modèle masculin, parfois, est encore très stéréotypé. Ouais. De force, de conviction. Cette année. Ouais, du gars qui est sur sa montagne, qui fume sa Marlboro avec son chapeau de cowboy, puis il n'y a pas d'ennemis, même s'ils sont 200 contre lui, qui vont venir à bout d'une espèce de chevalier solitaire, puis qui est invincible. Le Goldorak, le robot, là, qui est invincible. Là, je fais appel à du monde qui ont besoin de connaître Goldorak. Ça faut être d'autres générations, mais c'était... Tu tombes dans ma table, par exemple. C'est le principe de... Je suis encore un fan de Goldorak. Moi aussi, tu sais, j'ai connu ça avec Tarus, puis c'est bon, Hector. Fait que... Pourquoi quand on a vécu cette claque-là, j'ai accepté de dire non, ça fait mal. Je ne l'ai pas joué en disant non, on est invincible, c'est pas grave, on va l'avoir, puis on n'abandonnera pas. Oui, tu étais quand même arrivé en me disant des trucs assez positifs. Là. Tu me disais que tu regardais la montagne à gravir, puis que tu trouvais la vision bien belle. Mais honnêtement, moi, j'étais pas. Mais j'avais dit qu'on avait souffert. J'avais dit qu'on avait trouvé ça dur. J'avais dit que j'avais les genoux au sol. J'avais dit ça publiquement. Je me suis pas gêné de dire ça. Puis, je pense que, pas juste pour la masculinité, mais dans ce contexte où présentement, sur les médias sociaux, on ne montre que le beau. On ne montre que, regardez comment ça va bien dans ma vie. Regardez, je suis extraordinaire. J'ai eu le temps de faire 8 gâteaux, en plus d'avoir peigné les cheveux de ma fille, d'avoir habillé mon gars, d'avoir repassé tous les vêtements, d'avoir fait le ménage du sol au complet. Regardez comment je suis heureuse, puis je suis heureux. Il y avait quelque chose aussi de dire, quand tu manges une claque, c'est correct de mettre un genou au sol. C'est correct même de le dire, puis je l'avais dit. On n'a pas de recul. Puis de dire au monde, ça arrive. Tu sors du combat, ça n'a pas été comme tu voulais. Oui, j'abandonnerais pas. Oui, il y avait des perspectives, mais c'était tough. Ça a été dur. Et en ce sens-là, moi, je suis content d'avoir osé. D'avoir osé aller vers ça, contrairement à ce que des gens me disaient, non, présente pas ta vulnérabilité parce que ça va être perçu par les opposants comme un signe de faiblesse, puis on va t'attaquer là-dessus. Moi, j'assume ça. À un moment donné dans la vie, il y a des matchs que tu perds, tu rentres au vestiaire, ça fait suer.
Là, on se revoit dans un tout autre contexte. Hein? L'énergie est complètement différente. Qu'est-ce qui est dit? Justement, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence cette année? Ben, plein de choses. Comment t'es revenu de ça? La montagne, tu l'avais identifiée. Comment tu l'as montée? D'abord, l'équipe. Tu fais jamais ça tout seul. Tu ne fais jamais ça tout seul. C'est les vieux mythes de films américains où le Bruce Willis dans Die Hard, il est tout seul contre une armée de gens avec des mitraillettes, puis lui, il est nu-pied. Die Hard, c'est... Non, mais Die Hard, c'est... Puis on est dans le temps des fêtes, en plus. C'est un film de Noël, Die Hard. Oui, puis j'adore ce film-là. Mais c'est la métaphore ultime de ce que les Américains aiment. Le gars tout seul contre le système, nu-pied, il y a un petit gun avec 3 balles, puis il est en camisole, il n'y a rien. Les autres sont suréquipés, sont une gang, ils ont des télécommunications, ça se passe, c'est des gars brillants. Puis il va venir à bout de chacun d'eux. On adore ce film-là. C'est pas même de s'est passé. Et on adore ce film-là. On aime ça croire que dans la vie, ça va arriver que le héros solitaire, il est extraordinaire. C'est pas ça. Fait que c'est pas de même que ça se passe. La première des choses, c'est que tu as une équipe. L'équipe t'aide à te remonter. L'équipe t'aide à trouver du sens. L'équipe t'aide à dire, pas on n'abandonnera pas. On était tous d'accord pour pas abandonner. Mais au quotidien, on va se serrer les coudes, puis on va faire en sorte qu'il y a d'autres choses dans la vie que ça. Avoir un échec, c'est pas grave. Pas se relever, c'est problématique. Mm-hmm. Alors, comme on se relève, on accepte l'échec, on accepte de mettre le genou au sol, on accepte la souffrance, on accepte de dire, on va prendre un temps, puis on va juste s'éloigner un peu, les vacances des fêtes, puis revenir avec le goût, parce que le sens, le sens, c'est pas un projet, le sens, c'est ce qu'on fait avec la ville. Alors, c'est le cabinet, c'est mon directeur de cabinet qui est un gars extraordinaire. Si ce gars-là n'était pas dans ma vie politique ne serait pas la même, puis la Ville de Québec ne serait pas la même non plus. C'est des gens de mon équipe qui sont autant aux communications, qui sont autant des attachés politiques, qui sont des directeurs du cabinet, mais c'est aussi les élus. On a fait ça ensemble. Alors ça, comment on se relève? On se relève avec une équipe. On se relève en se disant aussi, dans les tempêtes, tu t'accroches au mât, là, mais on n'est pas juste la source de ce qu'on réussit pas. Parfois, on a tendance à regarder ce qu'on réussit pas. C'est ce que tu disais tantôt. Hein? Ouais. Puis là, on fait, hey, ça, j'ai échoué ça. J'espère qu'on a échoué des choses dans la vie. Là. Moi, j'en connais pas de monde qui n'ont pas échoué. Le problème, c'est si tu vois tes échecs comme étant représentent ce que t'es, bien, c'est sûr que c'est dur de se lever le matin. C'est correct de dire non, on fait d'autres choses. La ville, c'est d'autres choses que ça. C'est pas juste ça. Puis on va continuer, puis on n'abandonnera pas, mais la ville, c'est aussi ce qu'on offre aux citoyens dans l'aménagement des quartiers, ce qu'on fait dans les infrastructures sportives, ce qu'on fait sur la culture, ce qu'on fait sur les sports, ce qu'on fait sur la mobilité, ce qu'on fait sur le déneigement, sur la santé. C'est fou ce qu'on fait. Alors, il ne faut pas nous-mêmes résumer notre vie à un élément qui ne va pas comme on le voudrait. Puis sur un plan plus humain, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as affronté? Alors, j'étais content d'avoir l'âge que j'avais, puis surtout d'avoir vécu les échecs dans ma vie, puis d'avoir eu l'éducation qui m'a été donnée. Ma mère, moi tout jeune, ma mère m'a appris de ne jamais abandonner. Mais jamais abandonner, ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu n'en perds pas une, ça ne veut pas dire que tu ne mets pas un genou au sol, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas un pas de recul avant de te relancer. Là. Mais moi, j'abandonne jamais. Quand on était jeune, souvent, tu sais, des gars ensemble, on se bat, tu sais, pour le fun, tu sais. Puis, un de mes amis avait dit, toi, le gars pour avoir 6 pieds 8, ta fougue, ta détermination, le fait que tu n'abandonnes pas va faire en sorte que tu vas gagner. C'est pas tout le temps vrai, là, mais j'ai en moi cette idée que, ben oui, il y a des bouts de tough, mais on n'abandonne pas. C'est ce que tu te rappelles quand que... Oui, on n'abandonne pas. Quand tu t'es retrouvé ou est-ce que c'était plus difficile personnellement, c'est le genre de truc que tu te rappelles. Puis j'accepte que... Ça m'a pris du temps à l'accepter parce qu'avant, il y avait une époque où si ça allait mal, je travaillais encore plus fort. Je pense que des fois, il faut faire ça. Ouais. Mais des fois aussi, il faut faire non. Laisser aller un peu, hein? Il faut laisser retomber la poussière, là. On va faire la paix avec ça. Je te dirais, sur le plan humain, là, se pardonner. Je pense pas qu'on est si bon que ça, puis là, je parle pas de tout le monde, là, à se pardonner. Ça a l'air d'un thème bien judéo-chrétien, là, mais je suis pas dans la religion. Là. Je pense qu'on est très bon à voir chez soi ses défauts, à les mettre en exergue. Tu as un tableau qui est magnifique, tu as fait quelque chose de bon. Un de mes amis, un prof, OK? Il va se reconnaître. Il donne des cours présentement, puis dans sa classe, 30 personnes font l'évaluation, 29
excellent cours, le prof est bon, le prof est dynamique, on aime le cours, on le donne, on le conseillerait, référence, top. Il y en a un qui fait, j'ai détesté ce cours-là, puis je le conseillerais à personne. 1 sur 30. Il a passé la fin de semaine sur quoi? Sur les 29 ou sur le 1? Ben, je le sais pas pour lui, mais moi, ça m'est arrivé. Je donne des cours, puis moi, Ben oui. Je pense à lui. Ben je oui. pense à ça. Ben oui, moi aussi. Fait que là, man, est-ce que c'est possible de plaire à 30 sur 30? Tant mieux. On le travaille pour ça. C'est jamais arrivé. Mais ça n'arrive pas. Ouais. Voyons donc, t'as 30 personnes différentes, t'as 30 personnes qui ont un parcours de vie différent, qui n'avaient peut-être pas le temps de suivre ce cours-là, qui ont peut-être été obligés de le suivre, peu importe les raisons, qui partent avec un a priori. Fait que t'aurais beau être Dieu le Père en enseignement. Ouais. Écoute, c'est très drôle comme exemple. Je donne des cours, puis il y a des évaluations après les cours, comme ça. Puis j'ai arrêté de les lire. Ah oui. Parce que j'avais ce phénomène-là. J'ai toujours eu des super belles évaluations. Oui. Je veux pas mais j'en avais un ou deux. Il y en a tout le temps, là. Sont super crédibles. Tout était de la merde. Oui. Tout, tu veux dire, j'ai eu la pire note dans tous les points d'évaluation. Fait que là, j'ai dit, coudonc. Puis là, toute la fin de semaine, j'ai arrêté de les lire. Ça me faisait du mal. Je pensais trop. Mais je pense qu'on a à se pardonner dans le sens où, même quand c'est 1 sur 30 ou même quand c'est 10 sur 30, ça arrive qu'on manque. Ça arrive qu'on manque la balle. Ça arrive qu'on manque la balle, puis c'est pas grave. Il y a quelque chose à apprendre, mais c'est pas grave. Puis on se pardonne pas parce que là, on se flagelle. Puis là, tu fais, hey, crime, comment ça, lui, il a pas aimé mon cours, pourtant, je me suis donné. Puis j'ai essayé d'aller chercher tout le monde, puis j'étais attentif à tout le monde. Puis c'est qui celui-là? Parce que la évaluations. En même temps, qu'est-ce que je peux changer? Ben oui. Ça vaut la peine quand même de l'écouter, de le regarder. Mais ça, c'est pas se flageller. Non, c'est ça. Te dire dans ses commentaires qu'est-ce qu'il y a de crédible, puis qui est intéressant parce que ton cours est peut-être pas parfait. OK. Mais oublie pas qu'il y en a 29. Puis dans le cas de celui que je te raconte, c'était hyper positif. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te mettes en balance. OK, il y en a un qui n'a pas aimé ça, mais là, tu as 29 sur 30. Tu as 80 quoi? Ça fait 96 là. Là, je fais un pont, OK? On est là, tu rentres dans une grosse année électorale, toi, finalement. Là. C'est quoi? Il reste combien de temps, là? Ben, ça va, c'est en novembre, c'est le 2 novembre prochain, donc 10 mois. Un an. Même pas un an. Ouais. Donc, c'est majeur. Là, si on regarde ça, OK, on peut dire que tu as un 30 qui... qu'on aime bien Bruno Marchand. Il y a un 30 on aura beau faire ce qu'on veut. T'auras beau faire ce que tu veux, tu les auras jamais. Ouais. Fait que là, on a un 40 là, au milieu. Comment tu vas aller chercher ça? D'autres, on le calcule presque comme ça. On calcule qu'on a à peu près un 35-40 temps plancher. Oui, aider, là, ces annonces-là. Oui, oui, c'est année, ça. Mais plus que ça. Électorale. Oui, mais depuis la fin septembre, on a un maudit bon score. On a frappé beaucoup. Tu sais, ce qu'on a fait avec les pompiers policiers, ça a vraiment été apprécié sur la sécurité. Ouais. Ce qu'on a fait dans d'autres annonces, pas juste le tramway, d'autres annonces qu'on a faites dans les derniers temps. Les patinoires, j'ai vu que ça vient... Les patinoires réfrigérées, le budget, la hausse qui est la plus basse hausse des taxes depuis 4 ans dans les grandes villes du Québec. Gérer la dette. On est dans un état présentement, pas l'État du Québec, là, mais dans un état plus global où il y a une perte de confiance envers les institutions publiques. La confiance diminue. Et une des raisons pour moi, c'est la façon de gérer l'argent. On peut vouloir être de gauche, de droite, c'est pas important, de centre. Mais si tu gères mal l'argent, si tu la prends pour acquis, si tu fais pas la démonstration que tu gères serré, t'aides pas à alimenter, à améliorer cette confiance-là. Et moi, c'est un des principes qu'on avait et qu'on a toujours eu. On va être des chiens de garde de l'argent que les gens nous donnent. Après ça, quelqu'un peut dire, c'est pas une bonne idée d'investir là-dessus. J'aime pas que vous mettiez de l'argent en transport collectif. Je ne crois pas aux infrastructures de quartier. Peu importe, il y a des philosophies, il y a des choix qui sont faits, puis la personne peut être en désaccord. Mais il n'y a personne qui peut nous dire présentement qu'on se fout de l'argent qu'ils nous donnent. Que les taxes, on les prend pour acquis, puis que c'est une vache à lait, puis peu importe s'il en manque, on va en rajouter. C'est très d'actualité, surtout quand on voit tout ce qui se passe au fédéral là, de ce temps-là. Moi, je pense envoyer un mauvais message quand tu as une dette de 60 milliards. Je pense que cette semaine, la plus dure des nouvelles, bon, oui, il y a la démission, il y a comment ça s'est fait, là, puis on a lu, puis on a entendu, puis on va encore en entendre, il va couler encore beaucoup d'eau en dessous des ponts là-dessus, mais je pense que ce qui fait mal aux gens, et dans ce cas-ci au parti au pouvoir, c'est une dette de 60 milliards. Puis là, on pourrait dire, parce que là, on voyait des analystes qui disaient, oui, mais en pourcentage du PIB... Ben, en fait, on se le fait servir, on se l'a fait toujours servir, celle-là. Là. En pourcentage du PIB... Peut-être qu'un jour, tu vas nous la servir. Ben, je pense pas. Non. Ça veut pas dire que je serais pas capable de la relativiser. Ce que je te dis, c'est que moi, je veux baisser la dette. Ce que je te dis, c'est que je veux qu'on contrôle les dépenses. Puis on a été dans des années pas mal difficiles pour réussir ça. L'inflation à 5,6,
2 ans de suite, où on n'a jamais chargé ça aux citoyens dans la totalité. C'était pas simple. Le budget, là, c'était une nouvelle en tant que telle. Je sais, moi, j'ai pas l'impression qu'elle a eu la portée qu'elle aurait méritée. Parce qu'elle était positive. Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Je veux t'entendre là-dessus. Parce que d'ailleurs, c'est un truc, là, en fait, ça touche plein des choses que tu viens de me dire, mais t'avais cette... Tu sais, t'as ça, c'est ça. T'as cette citation-là. Hein, il faut trouver des voies qui permettent d'être optimiste. En fait, c'est de ça dont tu me parles depuis tantôt. Il faut assurer le risque de se tromper. C'est de ça dont tu me parles depuis tantôt. C'est fondamental, surtout quand les défis sont grands. C'est de ça que tu nous as parlé, mais là, tu reviens encore là-dessus. Ça a l'air d'être un élément dominant dans ta philosophie, dans ta façon de voir les choses. Puis particulièrement en temps de crise. Oui. Est-ce qu'on est en temps de crise ou en tout cas en temps incertain? Ouais, en tout cas, on a quelques crises. Là, on a vécu quelques-unes depuis 2019. Là. Moi, je pense que les gens ont besoin d'avoir confiance que les choses fonctionnent. Quand on met, c'est niaiseux, là, mais c'est dans des... Quand on met à vélo, puis qu'on démontre par des chiffres que ça fonctionne, c'est pas tout le monde qui prend un vélo, mais tout le monde est fier du succès. Ah, c'est quel service? Tout le monde est fier du succès. Que tu fasses du vélo ou pas, que tu l'aies pris une fois, que tu l'aies pas pris, que tu le prennes jamais. Les mondes font, on revient à la question du succès. C'est le vélo électrique en plus. Il y a un succès collectif. Il y a un succès collectif, puis le monde se l'approprie. Alors, est-ce qu'on fait pas de bien souvent les administrations publiques? Alors, des fois, on prend l'argent pour acquis. Moi, je refuse ça. Mais plus que ça, on travaille pas assez avec de la donnée. Et quand on manque de données, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de démontrer à quoi ça sert l'argent. À quoi sert l'argent? Quand tu mets à vélo, puis il y a quelqu'un qui va dire, mettons, ça coûte 2 millions, c'est écœurant. OK. C'est un choix politique. Quelqu'un pourrait dire, c'est pas le bon choix. Là. Ça se débat. Mais ce qu'on a pu faire avec un vélo, c'est, on va vous dire combien il y a d'utilisateurs, on va vous le dire périodiquement, puis on va vous dire la progression par rapport aux années passées, puis on a doublé. Alors là, quelqu'un ne peut pas dire, c'est pas utilisé. Quelqu'un ne peut pas dire, il peut dire, j'aurais pas fait ce choix-là. On a le droit à quelqu'un de dire, c'est pas le bon choix pareil. Mais avec la donnée, avec l'évolution des choses, tu es capable de démontrer. Et où les administrations publiques s'enfargent beaucoup, quand tu leur demandes la donnée, je le sais, je le fais, là, c'est qu'ils veulent être béton, avec bretelles, ceinture, bretelles encore. Ça finit. J'ai un air de l'immobilisme. Et t'as pas de données. Fait que tu dis au monde, oui, il y a plus de piétons. Ouais, combien? Je vais vous le dire, c'est ça. Puis là, tu demandes à tes équipes, amenez-moi des données. Ils font, ouais, mais là, on peut pas avoir de données, ça prendrait une recherche scientifique. Pour avoir une recherche scientifique, il faudrait la faire sur 6 ans. Puis là, sur 6 ans, ça veut dire qu'on aurait une recherche longitudinale pour se comparer avec les pays nord-américains dans un contexte occidental. Arrêtez, là, le monde, ils veulent pas. Si vous voulez qu'on fasse une recherche post-doctorale, on va en faire. L'enjeu, c'est que le monde veut savoir, il y avait combien de piétons avant mesurés sur quelque chose qui est vrai, pas de la fausseté. Puis quelque chose qui se mesure, puis comment ça bouge après, puis faites la mesure périodique. Ça continue de bouger positivement, ça oscille. On a de la misère à faire ça. Et parce qu'on veut tout le temps trop présenter quelque chose de... Puis là, je ne suis pas en train de dire que la recherche scientifique n'est pas bonne, je suis en train de dire qu'il y a des façons de faire de la science qui ne prend pas toujours 8 ans. Et ça permet aux gens de voir l'évolution. Et ça permet de voir qu'à travers les choix qui sont faits, il y a des gains. Après ça, on peut dire que ce n'est pas les bons choix, mais il y a des gains. En fait, c'est drôle que j'allais dire une chose un peu ridicule parce que je pense que ça existe, mais cette nécessité-là de mettre en place les mécanismes nécessaires à mesurer un retour sur investissement, c'est pas dans la loi. Ça. Y a-t-il une loi dans la ville pour ça? Non, puis on n'est pas habitué. Fait qu'on on a de la misère. Mais c'est aberrant, ce que je viens de dire. On construit des choses, puis on pense pas mesurer. Ça n'a pas de sens. Fait que, par exemple, moi, je pense à chaque fois. Ben oui, mais moi, je pense qu'on devrait plus, surtout que c'est encore plus facile qu'avant avec les technologies, on devrait plus avoir des systèmes piétons qui ne nous permettent pas de comptabiliser combien de fois ils sont demandés. On devrait plus avoir des systèmes en dessous de la surface de la route. La ville intelligente. Oui, pour pas comptabiliser le nombre de voitures qui passent, le nombre de piétons, le nombre de vélos qui passent. Avoir en temps réel, ça c'est dans l'idéal, mais au moins très fou. D'avoir des données que tu rends publiques, ça, moi, c'est une marotte, là. Je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde. Oui, il faut que ça soit ouvert, parce que sinon... Faut que ça soit ouvert. mais même si ça n'intéresse pas tout le monde... Non, il faut que ça soit ouvert. Il faut que le jour où tu c'est vos données, c'est votre argent, sont là. Vous pouvez les contester. Puis, on a eu un grand débat sur la question de la pollution de l'air, notamment dans Limoilou. Mais oui, les fameux... Parce qu'on a rendu les données, puis là, à un moment donné, les gens nous ont dit c'est trop compliqué, vos données. Puis là, ça fait un débat. Parce que si moi, je joue des données pour les simplifier puis en extraire, vous allez dire... Tu fais un choix politique d'extraire celle que tu veux. Fait que là, moi, je pense que la solution dans les données ouvertes, c'est on vous donne toutes,
Puis parfois, c'est un solide... C'est bunch de données. C'est ça. Fait que là, quelqu'un, il n'a pas le goût toujours de passer 8 heures pour aller extraire les données qu'il veut, mais ils sont là. Fait que tu peux aller valider si je te beau ou pas. Puis on fait des sommaires qui fait que si tu veux lire, t'as une demi-heure, tu veux lire là-dessus, voici le sommaire. Maintenant, tu fais aller accès à données, tu vas aller jouer dedans. Vas-y. Ils sont là. Tout est là, mais il faut faire les deux. Parce que quand on distribue toutes les données en brut, le monde, non, c'est ça. Mais en même temps, il y a un travail de journaliste là-dedans oui, aussi. fait qu'eux autres peuvent aller chercher. Puis il y a un sommaire qui est racolé, qui est direct, puis qui est la vérité. Puis là, tu es capable de dire, ça, c'est vos données, vous les avez. Et ces données-là témoignent de la pertinence de ce qu'on fait avec l'argent des autres. Ça, c'est important. La pertinence de ce qu'on fait. Les gens ne savent pas que la plupart des projets à Québec... Vas-y. Ben, je trouve ça incroyable. Parce que je pense aux détracteurs, là, tout le monde sait de qui je parle, là. Il y a beaucoup de radios qui sont des détracteurs du pouvoir, puis qui, justement, puis nous martèlent ce message-là qui est vrai, à savoir, tu sais, vous gérez de l'argent public, il faut que vous le fassiez faut que vous soyez responsable, puis on veut savoir, on veut connaître le ROI, puis on veut savoir. Finalement, t'as le même tout un titre. Bruno Marchand a le même message que les radios, les fameuses radios. Mais où je diffère, puis là, je leur jette un blâme, c'est que les autres ne sont pas rigoureux dans l'utilisation des faits. Non, c'est pas ça qui les intéresse, on dirait. Ils prennent les faits qui les intéressent, puis dans beaucoup de cas, ils les traficotent. Et ça, c'est malhonnête. Après ça, tu peux dire, il n'y a pas assez de bénéfices, de ROI pour ça, pour ce que ça coûte. C'est un débat. C'est ça, la politique. On n'aurait pas dû mettre l'argent là, il y aurait plus de ROI là. Parfait, c'est ça le débat. Mais viens pas traficoter les chiffres sur le fait démontrer d'une façon idéologique. Puis après ça, on peut interpréter des chiffres différemment. C'est correct, ça fait partie, mais partons au moins des faits. Puis après ça, le débat politique a cours, c'est correct. Mais je pense qu'on a négligé de faire les démonstrations à la fois du pourquoi on fait quelque chose, mais aussi du résultat. Ça donne quoi? Ça veut dire quoi? Puis ça, moi, je pense qu'à la Ville, on doit être encore meilleur là-dessus. On parlait d'argent tantôt, puis c'est un de nos engagés publics, c'est Benoît Tardy, qui disait ça l'autre fois. Il disait, puis je trouvais ça, je la trouvais parfaite. Il disait, puis là, je me suis dit, on va en faire une question pour Bruno. Bruno, peux-tu nous expliquer, OK? On parle de 7,6 milliards, OK? Donc, on est proche de 8 milliards. Ça a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans pour 7,6 milliards. Pourquoi Nordvolt, 8 milliards, ça a pris 20 minutes? Parce qu'il est moins... Au départ, là, ça a changé, mais parce qu'au départ, le gouvernement a un alignement où il est sûr, porté par Fitzgibbon, mais pas seulement lui, que nous pouvons nous démarquer en compétition avec les autres sur la question de la filière électrique, je vais appeler ça filière électrique, du début de la filière des batteries, mais de l'extraction jusqu'à la réutilisation. Comme nation, c'est faux. Il faut qu'on en ait des positionnements comme celui-là. Mais dans le monde économique, on se dit, si on ne le fait pas nous, il y a quelqu'un qui va le faire. Donc, on est en concurrence avec d'autres. Il faut le faire. Dans une ville c'est super intéressant. Qui ait une infrastructure publique ou pas, on a les citoyens, les premiers. On se dit pas, mais on est en concurrence. Non, les gens sont déjà ici, ils partiront pas. Malgré que c'est mais oui, on est en concurrence avec les autres villes canadiennes. Parce qu'il y a des investissements. Oui, les argents ne sont pas illimités. Là. Le gouvernement fédéral ne peut pas dire chaque ville, 3 milliards. Ça n'arrivera pas. Puis d'ailleurs, la preuve en est que c'est pas juste, c'est qu'on n'en a pas. Puis l'Alberta en a eu. Puis ils sont dans des phases 2 de certains projets. La Colombie-Britannique, le nombre de tramways en Ontario explose. Tellement. Mais ça brette aussi un peu à cause de nous. Mais ça, je dis. Mais parce que il y a quelque chose, moi, qui me renverse dans le 12 milliards. Tu sais, quelqu'un qui disait, est-ce que... Excuse-moi, tu parles de quel 12 milliards? Là? C'est 7,6 milliards pour l'instant de fonds publics, ajouté à 4,5 milliards de fonds privés, de capitaux privés, de projets prêts à partir qu'on a sur nos bureaux. Là. OK. Moi, je n'ai pas suivi. D'immobilier, là. 2 milliards déjà autorisés. Puis l'IDU, l'Institut de développement urbain, disait un autre 3 à 4 milliards de plus de promoteurs qui sont prêts à investir pour développer la ville. L'effet tramway, l'effet infrastructure de cette nature-là, ça pourrait être un métro, ce serait pareil, ça crée ça. Alors, on a 12 milliards minimum d'investissements publics et privés à venir pour Québec. Fait qu'il y a quelqu'un qui me disait, un nouveau maire de Québec, pourrais-tu dire non au tramway? Arrêtez de faire du tramway l'objet, là. Il y a un maire de Québec, peux-tu dire non à 12 milliards présentement? D'investissement puis de projets. Y a-tu un maire de Québec qui dit non, j'aime pas ça? On a l'impression qu'on se dit non depuis. Faudrait être. Oui, mais là, c'est concret comme ça n'a jamais été, là. Puis avant, on parlait pas de ces 4,5 milliards de projets privés. Là, on les a, on a des preuves, là.
On parle pas dans... C'est pas une invention que j'ai entendu quelqu'un qui serait peut-être prêt à acheter un terrain, puis il a regardé ça sur Internet. Non. On parle de vrais promoteurs avec des vrais capitaux, avec des vrais projets, avec des plans, avec des architectes, avec sa table. C'est là, tac. Donc, quand on est capable de mesurer ça, on revient aux chiffres. On est capable de dire aux gens, bien, si vous dites non à ça, vous dites non à quelque chose d'économiquement transformateur pour Québec. La romaine, là, c'est 7,4 milliards. 7,4 milliards, la romaine. Là, on parle de... C'est pour ça que tu parles d'un mini Bay James. D'un mini Bay James. Puis mini, c'est peut-être même... le mot est peut-être même faible. Les gens ont trouvé que j'exagérais, puis c'est peut-être même passé. Mais là, la ville va être sans dessous. Oui, mais tu sais, j'avais aimé en Europe l'image de... Ton enfant a des dents à réparer. Tu t'en vas chez l'orthodontiste, il propose des broches. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis-tu... non, je voudrais pas que ma fille, entre 14 et 16 ans, elle ait des broches. Ait des broches. J'aime mieux qu'elle ait des dents tout croche pour le reste de sa vie. Ou tu te dis, ben oui, il va y avoir des constructions, il va y avoir des effets de ralentissement, il va y avoir des effets où la fluidité ne sera pas toujours au rendez-vous. Pas entendre parler, ça va être débile. Mais... Ça va chialer, là. Oui, mais imagine la ville dans 5 ans, ça va être beau, là. Oui. Tous les gens qui sont allés en Europe me disent, qui me parlent de Bordeaux, de Nantes, qui me parlent de Strasbourg, qui me parlent... Ils font « Wow! » C'est un choc à chaque fois. Rien que Toronto. Rien que Toronto, t'as raison. Là, je sais pas où exactement, là, t'es sur une espèce de bretelle, puis là, tu vas passer ça. J'ai des la première fois que je l'ai vu, là, le tramway, j'ai fait oh, wow. Moi, j'ai été immédiatement convaincu. J'ai fait, Paris se dote de tramway. On arrive. Paris se dote de tramway. C'est fou, là. Quand les gens disent que c'est pas un moyen moderne parce qu'il y en a déjà un en 1920, ça n'a pas rapport. C'est pas de ça qu'on parle. Alors, je prends même pas 5 minutes là-dessus. Mais non, tu sais. Mais même si vous ne croyez pas au projet, 12 milliards. Ouais. Je ne vois pas comment un maire ou un futur candidat maire pourrait dire... Un maire ne peut pas dire non, mais un premier ministre du Canada qui s'est fait élire sur des promesses, tu sais où je m'en vais, qu'est-ce qui va... Là, après ça, moi, ma crainte, là, je regardais l'actualité cette semaine, je me disais, bon, là, on l'aurait, là, ça serait réglé, mais là, on va avoir une élection fédérale, on va avoir un nouveau chef qui, lui, va avoir fait campagne sur le fait qu'il n'y a pas une scène là-dedans. C'est quoi les leviers? Puis je te l'avais posé la question l'année passée. Mais alors, là, on a encore des nouveaux éléments de réponse. Que Duclos assure ce qu'il faut qu'il assure. Ben, deux volets à ma question, OK? Premièrement, c'est quoi, lui, ses leviers? Bon, ceux qui on parle des promesses de Pierre Poilievre qui dit qu'il ne mettra pas une scène d'argent fédéral là-dedans. Puis, l'autre volet de ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger ça? Protéger ce que Duclos... Commençons par la protection. Il faut que Éric Girard, Jean-Yves Duclos et les autorités fédérales s'assurent que tout ce qui est déjà signé soit conforme et bien fait et voir si on peut décaisser. Puis si on ne peut pas décaisser, s'assurer que nos ententes soient respectées. C'est pas vrai que quelqu'un peut arriver puis dire, ben ça, c'est la promesse d'ancien gouvernement, je n'irai pas, dans la mesure où il y a des ententes. On n'est pas en train de dire, un jour, je ferai un TGV. Ouais, mais là, il n'y aura même plus de gouvernement. L'entrevue va sortir, puis il n'y aura plus de gouvernement 3 semaines après. Ah non, il n'y a pas d'élection avant mars. Ah ouais? Moi, je te fais ce pari-là. Il n'y a pas d'élection avant mars. Depuis tantôt, j'arrête pas d'imaginer l'entrevue comme genre des gros titres. Ouais. Comme tantôt, tu as parlé justement, tu t'es prononcé sur 60 milliards. Là, je me suis dit, Bruno Marchand s'attaque à Justin Trudeau. Non, je me suis pas attaqué. J'ai juste dit que je pense que ça fait mal. Le déficit, ça fait mal. Là, après ça, Bruno Marchand s'en prend au Radio de Québec. Ouais. Il y a tout le temps c'est ça. Mais titre depuis tantôt. Là, on a un autre gros titre. Pas d'élection avant mars. Mais ça, Bruno Marchand se prononce. On verra. Peut-être que je me trompe. Les gens me le diront. Moi, je pense que le premier ministre qui démissionne, ça part une course à chefferie, il n'y a pas d'élection avant mars, ou qui ne démissionne pas, il va proroger, il va se donner le temps qu'il faut, puis au mieux, il y aura un Parlement qui sera remis en question en mars quand la session reprendra. Ouais. Moi, je pense pas qu'on on aurait le temps d'aller chercher des garanties. Ben oui, mais il y a déjà des ententes signées. Donc, ma compréhension, ce que les experts que j'ai consultés me disent, c'est que dans le système parlementaire dans lequel nous sommes, un gouvernement ne peut pas dire « Ah, l'ancien gouvernement s'est engagé, a signé au nom de la personne morale par ses représentants dûment autorisés des engagements, ben moi, je me désengage de ça, je ne donne pas le premier 0,5 milliard, ou à peu près déjà confirmé. » Ça, selon moi, ça veut dire qu'on s'en va vers une valse de procédés juridiques qui vont être caducs pour tout le monde. La deuxième partie, pour monter à peu près 20 à 40 %, ce que les autres ont eu au Canada, ben ça, là, l'élection va venir jouer. Et là, M. Poilievre ou M. Trudeau, qui sera élu, vont devoir... M. Trudeau, ça a déjà été clair, je vais rajouter de l'argent, donc Québec pourra en avoir. M. Poilievre dit, j'en rajouterai pas. Mais là, il va falloir qu'il explique, M. Poilievre, pourquoi d'autres villes l'ont eu et pas nous, et pourquoi c'est pas une injustice pour Québec. Puis,
Il va falloir qu'il défende ça devant le Bloc québécois. Le Bloc québécois. Il va falloir qu'il défende ça devant les gens du Québec pour dire... Il a beau dire, moi, je suis pro troisième lien, il a le droit, là. On parle, c'est pas le même projet. C'est pas de ça qu'on parle. C'est comme si tu disais, je suis pour les hôpitaux. Moi aussi, je suis pour les hôpitaux. Là. C'est pas ça l'enjeu. Es-tu pour le troisième lien? Moi, j'attends de savoir qu'est-ce qu'il va avoir là. Les 6 scénarios de la CDPQ, que la CDPQ Infra a évalué, il n'y en a pas un qui permettait d'améliorer la congestion à Québec. Il n'y en a pas un dans les arrivées qui évaluait qui permettait de faire en sorte de dire c'est plus fluide à Québec avec l'arrivée du troisième lien. C'était l'inverse. Ça augmentait la congestion. Alors, on va attendre de voir ce que le gouvernement du Québec va proposer, où il va sortir, c'est quoi les effets sur la congestion, puis après ça, on se positionnera. Le projet est encore à construire. Le 14 décembre 2024, j'essaie de garder du contexte pour ceux qui écoutent, il y avait le maire de Lévis qui sortait en prévision de ce qui allait arriver cette semaine en disant, Lévis est grosso modo, Lévis est encore oublié. Puis là, c'était ça, là, c'était le troisième lien. Il n'y a pas cette... c'est quand même, ça me semble intéressant. Moi, cette notion-là de dire, hey, on le pense-tu un petit peu plus? On prend-tu encore un autre pas de recul, puis on intègre-tu à ça un lien intéressant vers la rive sud? Si tu le fais, tu retardes tout le projet. Comment? Si tu le fais, tu retardes tout le projet. Ah, OK. Fait un n'empêche pas l'autre, non, mais... un n'empêche pas l'autre du tout. Mais si tu dis, on prend un pas de côté, on va évaluer, on repart. Ouais. On repart, puis là, on est dans des tergiversations. C'est ça qui est beau dans ces projets-là, c'est que tu as toujours quelqu'un pour dire, ouais, mais on pourrait attendre encore un petit peu. Mais c'est parce que ça fait 20 ans qu'on attend un petit peu. C'est toi qui avais dit, écoute, c'est une des phrases que j'utilise le plus, puis à chaque fois que je l'utilise, les gens sont comme, merveilleux, je la note. C'est quoi? C'est l'imperfection est préférable au néant. Oui, ça vient du frère Untel, ça. Le frère Untel. Oui. Préférer l'imperfection. À chaque fois que j'utilise cette phrase-là, je voulais te remercier d'ailleurs pour cette phrase-là, c'est très payant comme phrase. Mais je pense que ça devrait gouverner nos vies. Il y a des fois, on vient à ce qu'on disait tantôt. C'est une phrase qu'on tripe. On veut être parfait, c'est une phrase qu'on tripe. On vient avec cette idée d'être parfait. Mais être parfait, ça veut dire que tu veux te préparer, tu veux être sûr de ne pas te tromper, tu veux être sûr de te repréparer. J'ai-tu encore assez étudié? À un moment donné, tu y vas à l'examen, tu le fais, tu donnes ton meilleur. Puis si tu n'as pas le résultat que tu souhaites, tu te demandes pourquoi, puis le prochain, tu réussis mieux. Bien, c'est ça, préférer l'imperfection néant aussi, c'est de dire, si j'attends d'être parfait, je ne bougerai pas. Je serai figé, vissé dans mon salon à avoir peur de sortir, de ce que je vais avoir de l'air, de si je ne suis pas parfait, de si je manque la balle, de si je n'ai pas réussi. Il n'y a personne qui a appris à marcher sans tomber. Il n'y a pas un petit cul à 10 mois, 9 mois, 11 mois, 12 mois, 15 mois, peu importe à l'âge qu'on a chacun marché, qui a fait, moi, je vais me lever le jour où je ne retomberai plus jamais. À un moment donné, que tu sois moteur ou langagier, tu te lèves, puis tu tombes sur ta couche plusieurs fois, tu apprends à marcher, tu apprends le déséquilibre, tu apprends l'équilibre, puis à un moment donné, tu cours. Préférer l'imperfection néant, c'est aussi cette capacité de dire c'est un processus, c'est pas une arrivée. On n'arrivera pas, certainement pas au premier essai. Comment ça va la collaboration avec... Parce que là, en fait, on peut faire un petit peu de ménage. Là. Il y avait un bureau de projet. C'est rendu quoi la collaboration? Alors, le bureau de projet, ce qu'il faisait, ça en va à CDPQ Infra. Je ne parle pas nécessairement des gens, là, mais le rôle, la CDPQ Infra va avoir un bureau de projet. Ils font le travail. Comment ça va avec eux? Ça va super bien. C'est des gens crédibles. C'est des gens qui veulent le faire. D'ailleurs, il est parti un appel d'intérêt dès cette semaine. Il est parti un appel d'intérêt pour dire aux compagnies, hey, si vous avez envie de le construire, faites-nous signe. Parce que là, ils sont pas là pour niaiser. Hein. Ils sont pas là pour niaiser. Au départ, là, quand ça, justement, l'année passée, quand on s'était rencontrés, moi, je t'avouerais que j'étais dans le doute. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique de CDPQ? Puis là, j'étais. Moi, je pense pas. Je suis pas capable de répondre à ça encore un an plus tard. Ah oui? Les gens me disent, probablement que le premier ministre voulait envoyer à CDPQ pour qu'il statue le projet. Oui, mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais je suis pas sûr qu'il voulait ça non plus. Okay. Lui seul le sait, il m'a pas dit c'était un arnaque, Bruno. Il s'est fait jouer un tour mais par non, c'est ça. lui-même. Mais j'ai pas senti ça. Après ça, il pourrait le penser, mais moi, j'y prête pas cette intention-là. J'y prête l'intention d'avoir dit, écoute, il y a du bruit sur la ligne, il y a beaucoup de gens contre. J'aimerais ça avoir une entité indépendante qui l'évalue et qui me dit quoi faire. La Caisse l'évalue et elle dit c'est le bon projet. Puis il a respecté sa parole, M. Legault. Il est allé de l'avant. Oui, on les sent vraiment honnêtes, sans blague. Il est allé de l'avant. Il est allé de l'avant. Tout le monde disait, ouais, mais croyez-vous à M. Legault? J'ai toujours dit, je crois à la parole du premier ministre. Mais ça fera pas un gros titre. C'est plate. Bruno Marchand croit à la parole du premier ministre. Puis en même temps, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Le jour où tu crois pas à la parole du premier ministre, c'est mal placé pour travailler l'avenir de la ville. Fait que j'ai cru, puis ça a été payant au sens où on a un projet qui avance avec un partenaire qui, à travers son bureau de projet, va le faire. Et nous, pour compléter la réponse avec la question, on a un bureau pivot, 33% de ce qui était avant, qui va faire les liens avec la ville, qui va faire les liens avec les entités, les institutions, entre la CDPQ et les gens de la ville, et les citoyens et tout ça. Fait que ça va être intéressant. J'ai quelques
petite question encore sur l'année électorale. Est-ce que cet élan-là est suffisant pour faire ton allée pour te rendre jusqu'à l'élection puis triompher, ou tu as d'autres projets là devant? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet là? Non, moi, les grands penseurs politiques m'ont toujours dit, tu vas pas en campagne sur un bilan. Le bilan, il t'aide. C'est un classique, hein? Oui, le bilan, c'est une carte de visite. C'est un mauvais bilan. Ça peut être pénible. C'est moins le fun. Oui, c'est moins plaisant. Mais si tu fais juste dire, regardez, j'ai un bilan, c'est extraordinaire, les 4 autres années sont assurées, oublie ça. Fait que là, tu as d'autres projets. Ah oui. Mais ça foisonne. Ça foisonne parce qu'on récolte les fruits présentement de ce qu'on a fait depuis 3 ans. 1 + 1 = 3. Oui, on récolte des fruits de ce qu'on a fait depuis 3 ans. Limoilou. L'été a été avec beaucoup de chantiers. Puis là, on a déballé le chantier, puis il y a plein de monde qui me disent « Wow! » Parce que quand on crée une saillie de trottoir, ça, c'est une chose, là. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On éloigne les voitures stationnées du coin de la rue. Les éloigner, ça fait quoi? Ça, moi, les saillies de trottoir, là, c'est les affaires de même, là. C'est les affaires qui agrandissent le trottoir en coin de rue. Ouais. Pourquoi t'aimes pas ça? Ben, les chars, on n'a plus de place. Toi, tu parles des espèces de trucs qui font ça, puis là, après ça, ça marque l'espace de stationnement, mais ça empêche de passer en double. Oui, mais je t'explique. Mettons dans Limoilou, entre autres, mais il n'y en a pas juste dans Limoilou, il y en a ailleurs, ici à Charlebourg. Tu as des voitures stationnées sur le côté de la route. Normalement, les voitures stationnées, elles vont se stationner jusqu'à l'arrêt stop. Si tu as une saillie de trottoir, elles ne pourront pas. 10 mètres avant, il va y avoir une saillie de trottoir qui empêche cette partie-là de se stationner. C'est de ça qu'on parle. Oui. Mais qu'est-ce que ça fait? Quand tu arrives comme conducteur, tu vois le piéton au coin de la rue. Tu n'as pas de voiture qui te cache. Sécurité routière, on vient de gagner énormément. La saillie de trottoir, elle fait quoi? Tu as une vision constructive. Ça, c'est reconnu. Quand la route est moins large, tu roules moins vite. Je parle pas, là, on parle pas sur l'autoroute. Là. On parle dans des quartiers résidentiels où les gens ont le goût que leurs enfants se rendent voir leurs amis à l'école avec de la sécurité. Qu'est-ce que ça fait une saillie de trottoir? Ça permet aussi de créer un endroit végétalisé où tu peux acquérir de l'eau de pluie. Tu en as moins dans les égouts. Tu peux mettre un arbre, tu crées de la canopée, tu crées de la verdure. L'impact, là, il est énorme. Qu'est-ce que ça fait une saillie de trottoir? Traverser la rue, c'est moins long parce que tu es plus souvent sur le trottoir, moins souvent dans la rue. En matière de protéger notre monde, la sécurité routière, nos enfants, nos plus jeunes, nos moins jeunes, l'effet, il est bénéfique. Fait que quelqu'un qui vit dans Limoilou et qui dit « Moi, j'ai envie de vivre dans un quartier où on marche. » Mais pour marcher, il ne faut pas juste 2 jambes. Il faut se sentir en sécurité. Il ne faut pas avoir l'impression que quand tu vas à la boulangerie t'acheter ton pain, tu joues ta vie. Sinon, tu prends ton char. Alors, de prendre sa voiture, c'est pas un problème. Mais de marcher quand tu fais des commissions à quelques kilomètres ou à quelques centaines de mètres de chez vous, c'est quoi? C'est la santé. Puis là, j'entends Christian Dubé me dire merci. Pourquoi? Parce qu'une ville qui offre la santé, c'est une ville qui améliore l'espérance de vie, qui améliore la qualité de vie pendant l'espérance de vie. Dr. Després aussi est content de t'entendre. C'est drôle, tu parles de Christian Dubé, que j'ai encore j'ai son livre ici. Ah oui, John Cotter. Et moi, John Cotter, c'est ma Bible. Ah, pour vrai? Les 8 étapes de changement, je vais te donner par cœur. Ah, oui. T'as-tu vu? Tu iras l'écouter, l'entrevue. J'ai fait une entrevue avec Christian Dubé. Il m'a amené le livre. C'est ses notes qu'il y a là-dedans. Ah, mais écoute. Et il me l'a offert à ce moment-là. On a fait toute l'entrevue sur les 8 étapes de Cotter. Je connais. Je travaille avec Cotter depuis que je suis à Centraide. Allez écouter ça. Tous les fois que j'ai amené du changement, même encore aujourd'hui, la première, c'est pourquoi l'urgence? Pourquoi le statu quo n'est pas acceptable? Oui. Faut comprendre bien pourquoi il faut changer? L'urgence. Pourquoi il faut changer? Ouais. Puis c'est là-dedans qu'il dit 75% des changements, pas juste en institution, là, pas juste dans le domaine public, en entreprise, 75% des changements échouent. 75% des changements faits chez Ford, chez Can-Am, chez nomme des grosses entreprises, chez Costco, parce que les gens comprennent mal le changement. Ben, okay. Et à la fin, les gestionnaires font « Ah, c'est parce que nos équipes sont résistantes au changement. » C'est pas ça. Ouais. Il y a une façon, puis c'est le titre du livre en français, Conduire le changement, How to Make Change Happen. Mais John Cotter, c'est un prof à Harvard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démontré qu'à travers 8 étapes, la 8e étant rentrer ça dans l'ADN d'une entreprise, les entreprises échouent à une ou plusieurs de ces étapes-là et finissent par faire on revient en arrière, puis on ne fait pas le changement. Et qu'est-ce que ça fait? C'est des pertes d'argent, c'est des pertes d'intérêt, c'est des pertes de volonté d'entreprise, de capacité de changer, parce qu'après, les gens disent « On a déjà essayé, ça ne marche pas, on ne devrait plus en faire. » c'est drôle, t'as ce livre-là. Ben oui, non. Puis ça c'est venu sur la... Mais les gens qui trippent, les gens qui sont gestionnaires qui nous écoutent, les gens qui trippent sur le changement, ça, puis un livre intéressant qui est... J'ai l'air d'être commandité par ça, mais ça n'a rien à voir. Évidemment, je ne connais pas John Cotter. Hein. Mais c'est magique, c'est bien écrit. Un autre livre qui est intéressant, puis on est dans les changements, puis ça, c'est plus la création de mouvements, c'est The Tipping Point. T'as jamais lu ça? Malcolm Gladwell. Ouais.
Honnêtement, dans le temps des fêtes, là, c'est un livre de temps des fêtes parce que c'est léger, c'est pas une recherche universitaire et tout ça, mais c'est bien intéressant sur... On pense que le changement arrive quand il y a comme une masse concertée qui mène à un changement, puis là, le changement arrive. Pas tant organisationnel sur, par exemple, des modes. Pourquoi les Hush Puppies sont revenus à la mode. Ouais, Oui, c'est ça. Et lui, il explique que c'est pas du tout ce qu'on pense, les raisons pourquoi ça arrive. Et il explique à travers 3 rôles dans une société, 3 types de formes, il appelle pas ça de leadership, là, mais 3 types de rôles qui font arriver le changement. Alors, ce qu'il dit, c'est que si tu veux faire arriver le changement, ça parle entre autres des influenceurs, là, puis il a écrit ça avant les influenceurs, puis on parle pas de ceux qui vont à Touloum, là. On parle de... Non, mais il fait une expérience là-dedans. Il demande à des gens à l'ouest des États-Unis d'envoyer une lettre à l'est pour qu'elle se rende ultimement à New York. Et en passant, il envoie 1000 lettres, là, en passant par quelqu'un le plus à l'est possible qui va l'envoyer, jusqu'à temps qu'elle arrive à New York. Et tu t'aperçois que même si tu demandes à 1000 personnes, les lettres vont passer dans les mains, sur une population de 300 millions d'Américains, pratiquement dans les mains des mêmes personnes. C'est phénoménal, là. Tu te dis, c'est un arbre de possibilités qui devrait être infini. 1000 personnes l'envoient à 1000 autres pour que la lettre se rende. Ça envoie à 1000 autres. Puis là, tu sais, au final, tu vas avoir un arbre de 1000 fois 1000 fois 1000. Et il se rend compte que pour une grande partie de ces lettres-là, elles passent dans les mains de même personnes. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est comme ça dans la société, on connaît tous des gens sur qui référer pour des thématiques qui sont les vrais influenceurs, pas ceux qui sont sur Internet. Mm-hmm. On connaît tous. Si, par exemple, tu dis, moi, je veux m'acheter un stéréo, ça se peut que toi et moi, on pense à la même personne, même si on n'est pas dans le même réseau. Mm-hmm. On va aboutir sur et c'est le même influenceur. Ouais. Alors, ce qu'il dit, c'est que si on veut faire des changements arrivés, il ne faut pas informer la masse puis penser que la masse, tout d'un coup, s'est instruit d'une bonne volonté. Ces réseaux-là, les liens, c'est quelque chose de très, très puissant. Hein, on parlait tantôt de données. Mais le changement d'entreprise, c'est la même affaire. Tu as 15% d'early buyer, tu as 15% de late buyer, puis tu as un 70% au centre. Les early buyers, c'est toujours ceux qui sont motivés, c'est le fun, on amène de quoi de nouveau, on achète. Tes late buyers, t'aurais beau leur dire, voici le pain béni du Seigneur Tout-Puissant, puis ils vont dire non, j'y crois pas. Comment tu fais pour faire bouger ton 70? C'est là, le nerf de la guerre. Je pense que j'ai un nouveau concept pour les engagés publics. On va faire un side show. Moi, je vais venir asseoir Christian Dubé ici avec toi. Ouais. Ça serait, imagine la discussion sur la gestion du changement, ça serait débile. Fait que là, j'en fais plein de combinaisons comme ça. Vous l'aurez entendu, là. Parce que là, je vois à quel point ça l'allume et toi dans tes yeux. Ça me passionne. Puis, un gestionnaire Christian, c'est pareil, qui n'a pas lu John Cotter n'est pas capable d'amener du changement. Bon, OK. Il faut qu'on arrive à la fin, là. Un autre intéressant, Pierre Collerette, l'Université du Québec en Outaouais. Okay. Il a travaillé aussi sur le changement. Il est super intéressant. On arrive à la fin, Bruno, il va falloir qu'on cesse. Mais à la fin, moi, là, j'ai une question qui tue, une question excessivement sérieuse. Là, j'ai eu mon arbre en avant. Là, maintenant, ce que je veux savoir... Là, maintenant, en plus, t'aimes les saillies de trottoir depuis qu'on s'est parlé. Ben, c'est drôle parce que je vais te parler de trottoir. Là, ce que les gens de Québec veulent savoir, c'est quand que la ville va venir installer un trottoir sur la 45e rue Ouest. Je l'avais... Bonne question. Je vais aller poser la question puis je vais te revenir. Je cherche dans mon disque dur, là, mais honnêtement... C'est dans tes grands dossiers. Ouais, c'est ça. C'est dans tes grands dossiers. Tout le monde se le demande. Non, mais je fais une blague avec ça parce que le quotidien de la gestion d'une ville, ça doit être ce genre de question. Mais ça vole à 10 000 pieds, puis des fois, ça vole à 1 pied. Moi, je viens de te ramener à 1 pied. Mais c'est correct. Mais pour faire, quand je parle de santé des populations puis que la ville peut changer, si tu veux faire ça, faut que tu ramasses les déchets. Si tu ramasses, tu croches, ça marche pas. Parce que c'est ça là qu'on entend, tu sais. Hey, là, c'est bien beau, les plans stratosphériques, mais là, commençons par réussir le déneigement. Ben, le déneigement, on est meilleur au monde. Je m'excuse, là. C'est pas coquille ce que je dis là. Tu te prendras pas que ta petite pelle pour venir déneiger. Le monde dirait que le monde ne sera pas content. Ben, le monde là, qui regarde les autres villes, là, il tombe 30 cm de neige à Paris, à New York, dans des villes... ils sont jamais aussi bons que nous autres. Il tombe 3 pieds de neige ici, là. Le lendemain, tout le monde roule comme s'il n'y avait pas eu de tempête. Moi, j'ai vu, honnêtement, là, un espèce de reportage européen l'autre fois où qui se
capotaient là, sur ce phénomène-là. Ils comprenaient juste même pas comment on pouvait réussir ça. C'est hors de tout entendement. Puis nous autres, on est là, on fait « Hey, il a tombé 10 cm à l'heure depuis ce matin, je comprends pas mon trottoir. Hein? » C'est Pierre-Luc qui se tape là. Non, mais on est exigeant, puis c'est correct, mais des fois, il faut accepter qu'une tempête, c'est un chaos. Là. Une tempête, c'est un chaos. Fait que oui, il y a une couple d'heures où c'est un peu plus compliqué, mais on est meilleur que bien du monde, que tout le monde a déneigé. Puis en plus, maintenant, on déneige les trottoirs. Pour que le monde... Là, je sais, tu vas me dire, il n'y a pas de trottoir à 45e. J'ai pas mon trottoir. Ouais, on va le travailler, mais on déneige les trottoirs pour que le monde puisse se déplacer. Puis les gens nous disent merci. En fait, tu viens de me donner un argument supplémentaire pour... Je vais rajouter ça à ma liste. Pourquoi ça me prend un trottoir? Pour qu'on puisse venir le déneiger. Donc, merci beaucoup, Bruno. Merci de l'invitation. Encore une fois, de passer aux engagés publics. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça temporalise un peu l'épisode. Ouais. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Je te retourne le souhait. Et à tous ceux qui écoutent, là, continuez de réfléchir. Continuez de réfléchir, continuez de penser à la ville, aux institutions publiques. Il y a quelque chose de beau dans notre capacité collective de faire de grandes choses. Et ceux qui abandonnent, honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas la bonne stratégie. Il faut questionner, il faut se remettre en question, il faut débattre, mais il faut aussi voir les belles choses qu'on fait. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro. Merci encore une fois, Bruno Marchand. Merci. Puis, vous savez où nous trouver. Hein? Là, ce que je vous demanderais, pour Noël, allez donc vous abonner sur nos comptes. Allez faites tous les petits likes, les petits j'aime, tout ça, les abonnements, les cloches. Allez-y. Allez sur toutes nos plateformes. C'est le temps de le faire. On va bientôt atteindre les 4000 abonnements, ne serait-ce que sur YouTube. Sinon, au-delà de ça, on en a... C'est les environnements de l'écosystème numérique des engagés publics va super bien. Vous savez aussi, vous pouvez nous écouter sur des propriétés québécoises, comme Cube. Donc, on est distribué à Cube, autant sur le site web qu'à la télé, donc les samedis matins et les dimanches après-midi. Encore une fois, c'est Denis Martel qui est au micro, puis on se retrouve pour un prochain épisode.